Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne OK Cut, et pour ce troisième épisode nous allons nous attarder sur la plus grande héroïne de la galaxie. Ah, c'est Gamora. Non, j'ai pas dit les gardiens de la galaxie, mais la galaxie tout court. C'est Princesse Leia. Non, plus badass. Lilou Dallas Multipass. Bon, on va pas y passer des heures, en plus tout le monde a lu la miniature. Oui, puis moi je fais genre, mais je connais aussi le sujet. Bref, c'est parti pour le commandant Hélène Louise Ripley. Vous voulez savoir où on peut apercevoir Meryl Streep dans Alien 3 ? Pourquoi le titre d'introduction d'Alien est composé de 7 traits ? Et comment devait se finir Alien le 8e passager ? Alors asseyez-vous, bon Dieu. Hélène Louise Ripley est un personnage de fiction créé par Dan O'Bannon et Ronald Shusett Ah, chaussette. Pardon. dans le film Alien réalisé par Ridley Scott en 1979. Dan O'Bannon est un scénariste mais également un auteur et un acteur américain, né le 30 septembre 1946 dans le Missouri et mort à l'âge de 69 ans le 17 décembre 2009 à Los Angeles. Ah ouais, ça commence bien la vidéo, à peine une minute, tu nous parles déjà d'un décès quoi. Oui, je sais, mais tu verras qu'on va parler de pas mal de décès avec Dan O'Bannon. Justement. Bah, ce qui nous intéresse ici, c'est le premier Alien, qu'il a scénarisé avec son collaborateur et ami, Ronald Shusett, encore une fois. Et à part Alien, tu sais qu'il a scénarisé bon nombre d'œuvres cinématographiques, allant de films méconnus comme Life Force, je sais pas si tu connais. Non. Bah, il est pourtant réalisé par Toby Hooper, celui qui a fait Massacre à la tronçonneuse. Et puis aussi, il a fait d'autres œuvres là, en revanche, beaucoup plus marquantes, comme par exemple Total Recall de Paul Verhoeven. Un film incroyable qui se passe également sur une autre planète. Tu te casses sur Mars. Donc Ronald Shusett, quant à lui, il est également scénariste et il est né en juin 1935 à Pittsburgh et il a aujourd'hui 85 ans. Il est passionné également de science-fiction et il a scénarisé absolument tous les films aliens ainsi que Total Recall lui aussi. Tu te casses sur Mars. Donc Prometheus et Covenant aussi. Ce sera jamais pire que les deux Aliens versus Predator et la suite de Total Recall. Tu vas trouver ça difficile à croire. Ah, en effet, il a pas scénarisé que des bombes le mec. Donc on a affaire ici à deux passionnés de science-fiction et d'univers extraterrestres qui au début écriront plutôt le rôle pour un homme. Mais le président de la Fox, en personne, en décidera autrement, en proposant une femme de caractère et en fera l'une des héroïnes les plus célèbres de l'histoire du cinéma. Eh bah figure-toi qu'elle sera élue en 2003 par l'American Film Institute, la numéro 8 dans les 100 meilleurs héros et méchants de cinéma. Ne la touche pas, sale pute! Matricule 36706, troisième officier du Nostromo. Hélène Louise Ripley est le principal protagoniste de la saga. Elle est lieutenant de première classe. Elle se retrouvera à la tête de l'équipe suite à la mort prématurée de ses compagnons Dallas et Kane, respectivement commandant et deuxième officier du Nostromo. C'est une femme de caractère et une combattante qui ne cessera de devenir de plus en plus aguerrie au fil des films. Elle n'a pas sa langue dans sa poche, une impressionnante Tiens, taille ça fera un du haut joli de ses souvenir. 1m82 Je l'ai et facile. des maxillaires bien carrés. Curieux. Ouais, c'est presque moi quoi. Mais c'est également une mère douce et protectrice qui se liera d'amour pour une petite fille nommée Newt C'est bien. dans le deuxième épisode de la saga. Oups. Sa maternité qu'on retrouvera mignon, également dans le 4e volet envers Cole l'androïde et même le xénomorphe albinos absolument choupi dégueulasse. Choupilas. Voilà, c'est ça. Mm. Ridley est considéré par beaucoup comme une légende, puisque c'est la seule à avoir survécu à plusieurs reprises face aux xénomorphes. Débutant comme simple lieutenant au début de la saga à héroïne intergalactique, la conclusion de son histoire devait se faire dans le 3e volet. Mais elle sera finalement ressuscitée dans le 4e film. Merci les scénaristes hollywoodiens. Ouais. Bref, moi je vais te parler un peu de son interprète, donc qui est au moment de tourner le premier film, une parfaite inconnue. Bon, elle a tourné dans 3 petits films avant celui-là, et elle est inconnue du grand public. 3 petits films. Ça va. Woody Allen te botterait les fesses s'il entendait ça. Bon, figure-toi qu'elle commença sa carrière artistique au théâtre, puis à la télévision, avant de faire ses premiers pas au cinéma sous la direction de
Woody Allen dans Annie Hall en 1977. La grande et charismatique Sigourney Weaver, née le 8 octobre 1949 à New York, Susan Alexandra Weaver est la fille du publicitaire et ex-président de la NBC, Sylvester Pat Weaver, et de la comédienne anglaise Elizabeth Inglis. Elle suit des cours d'art dramatique, décroche son diplôme d'anglais à Stanford et s'inscrit à la Yale School of Drama. Elle choisit le prénom Sigourney en 1963 d'après un personnage du roman de Gatsby le Magnifique de Scott Fitzgerald. Sigourney Howard. Ah oui, donc en fait, toi, t'es le biographe officiel de Sigourney. Eh ben on se renseigne un minimum, quand même. C'est normal, non? Ouais, merci Wikipédia. Mhm. Bref. Quand elle reçoit le scénario du premier film, eh ben elle est loin d'être convaincue. Non. Puisqu'en fait, elle a en tête une vision cliché du film de monstre de l'espace, tu vois. Elle racontera, j'ouvre les guillemets, « Je n'avais jamais vraiment fait de cinéma et je n'étais pas sûr de vouloir faire de la science-fiction. Je suis allé auditionner pour Alien, mais je n'avais pas survécu à l'école d'art dramatique de Yale pour faire de la science-fiction. Merde, quoi !» Bon, finalement, son agent, il la convainc de passer une audition à New York. Avant d'arriver à l'audition, Sigourney, elle est très nerveuse. Hein. Donc elle appelle son agent, et elle lui dit « Non, c'est bon, j'y vais pas, j'abandonne. » Bon alors, l'agent, évidemment, il va pas lui dire ça. Il insiste à mort pour qu'elle y aille. Et il a bien fait, le gars. Parce qu'en la voyant, Ridley Scott, il est immédiatement séduit par sa taille, son physique androgyne et puis son fort caractère. Comme elle est la dernière auditionnée, elle fait son audition directement dans les scènes du film en construction, donc au sein même du Nostromo. Parker. Parker. Shit. Parker, what's happening down there? Yeah, I can hear it. Elle est d'abord pressentie pour le rôle de Lambert, à la base, quand même, et il faut le rappeler. Ridley Scott l'encourage à passer le casting pour le rôle de Ripley. D'abord dubitatif, le producteur acceptera de l'embaucher quand il verra la scène tournée pour l'occasion. Les producteurs, eux, montrent les essais de Weaver à leur secrétariat féminin pour avoir une opinion féminine sur sa performance. Et devant la réaction positive de celle-ci, ils décident de lui donner le rôle. Ah ouais, mais c'est au grand désarroi malheureusement de Veronica Cartwright, qui était prévue pour jouer donc le rôle principal, et qui a très mal vécu d'être reléguée au second plan. Parce qu'elle était persuadée d'obtenir le rôle principal, tu vois, pour lequel elle avait passé des essais, etc. Mais elle a réalisé qu'à l'étape de l'essayage des costumes, qu'elle avait été finalement choisie pour obtenir le rôle de Lambert. Tu vois le coup de poignard dans le dos un peu ? Enfin bref, pour la convaincre de rester sur le projet, Ridley Scott il lui explique que son personnage est hyper important, parce qu'il représente le public. Ah oui, d'où la peur et les cris qu'elle pousse régulièrement. Bon, petite info d'ailleurs, que beaucoup de gens savent. Mais c'est dans la fameuse scène de naissance du xénomorphe dans le torse de Kane. Ah oui, ça va, c'est bon, je sais, ils étaient pas prévenus de ce qui allait se passer, blablabla. Pas vraiment. Comme tu peux imaginer déjà, le rôle principal, enfin le principal intéressé, John Hurt, il était au courant parce qu'il a fallu lui installer tout le système sur le torse. Donc forcément, le mec, il sait. Logique. Le reste des acteurs et l'équipe, eux, ils savaient qu'il allait se passer un truc, mais ils savaient pas quoi. Mais ils savaient ce qu'il fallait jouer. Ok, Tu vois le délire ? oui. Donc, quand il y a les énormes giclées de sang qui éclaboussèrent, notamment sur l'actrice Veronica Cartwright, et elle tomba dans les pommes. Ah ouais, putain, mais elle déjà, on lui retire son rôle, en plus on lui fout du sang plein la gueule. Sympa. En parlant du rôle, celui d'Ellen Ripley. Bon, il fut d'abord proposé à Meryl Streep. Seulement, à la même période, elle venait de perdre une de ses amies, les plus proches, et elle préféra décliner le rôle. Ah, bon vas-y, c'est le moment là. Quoi ? Quel moment ? Le moment de nous dire où on voit Meryl Streep dans Alien, pardi. Parce que moi, je peux te dire, j'ai retourné les 4 films de la franchise, j'en ai pas vu un poil de Meryl. C'est normal, c'est pas ses poils qu'il fallait chercher, mais c'est son crâne. Regarde cette scène. Dans Alien 3. Ouais. Le crâne là, sous rayon X, qui est recouvert du facehugger. Et c'est Meryl Streep. Ah ouais, donc en fait, c'était clairement introuvable. Tant qu'on est dans les anecdotes, tu sais que la fin du premier film devait se terminer autrement. Oui, je sais, et c'est Ridley qui la proposa. Je sais qu'à l'origine, le personnage de Ripley, il devait mourir, à la fin décapité par le xénomorphe. Et il était censé appeler la Terre en imitant la voix de Ripley pour dire que tout s'était bien passé et qu'elle pouvait revenir sereinement sur Terre. Mais évidemment, la société de production, la 20th Century Fox, elle était pas très enjouée à l'idée d'une fin aussi brutale et surtout, non mais sérieusement, un xénomorphe qui parle quoi. Allô, SOS Détresse Amitié, bonjour.
Je vous écoute. Je ne vous entends pas. Allô? Ouais, c'est Ripley, là, c'est juste pour te dire qu'on arrive, tout va bien, on est en train de faire la fête avec l'équipe, là. Oh là là. Rappelez-moi d'une cabine qui fonctionne. Bon, il faut savoir aussi qu'une vraie liberté a été accordée aux acteurs sur le plateau. La plupart des dialogues du film n'ont pas été écrits. Mais non. Les acteurs ont en effet énormément eu recours à leur talent d'improvisation, en connaissant par avance les grandes lignes de la scène, mais ensuite en la jouant en communauté. Oh la chance, tu t'imagines toi? Un roue libre dans le Nostromo, la classe, en mode confiné de l'espace. Ça peut donner des idées d'ailleurs. Alors... Avec qui il faut que je baise? Tu sais que Ridley, là, ce petit coquin, il avait écrit à la base une scène de sexe entre Ripley et Dallas. Ripley, viens me retrouver à l'infirmerie, s'il te plaît. Mais bon, comme t'as pu voir, elle fut jamais tournée. Et il y a eu également l'idée de développer des relations gays entre les personnages du Nostromo, qui, bloqués et confinés dans un même endroit, ça me rappelle quelque chose, pendant des années, ils se seraient tenus chaud comme ils pouvaient, tu vois. La version ne fut également pas gardée, mais Ridley raconta, il y a pas si longtemps d'ailleurs, que s'il devait un jour refaire le film, ce qui n'arrivera évidemment jamais, il développerait bien plus cette idée. Et pour en terminer avec le premier épisode de la saga, le titre d'introduction d'Alien se présente sous la forme de 7 traits, avant de composer finalement l'appellation définitive du long métrage. Un graphisme épuré et surtout volontaire, le titre révélant ainsi le nombre de passagers du Nostromo. Habile. Mais je croyais que c'était le nombre de morts du xénomorphe. Ripley s'en sort donc ça fait 6. Je pense pas. À étudier de près quand même. Ouais. Bon, au fur et à mesure de la franchise, on peut voir la montée en puissance du personnage, qui, dès le deuxième épisode Aliens, réalisé par James Cameron, la transformera, selon les dires de l'actrice, en Rambo féminin. Cameron part de son côté sur un film bien plus porté sur l'action clapper. Il réussit à convaincre le producteur et en quelques secondes, écrivant sur un tableau Alien, puis en rajoutant un S, une barre dessus pour symboliser le dollar américain. Banco James. Et il a eu le feu vert. Pas mal le mec. Moi je sais aussi que au départ Sigourney elle est pas chaude non plus. Elle se dit que forcément son rôle il va être tiré vers le bas. Et elle refuse le projet. Alors évidemment après de nombreux appels, essais, etc. Elle est finalement séduite par le travail d'écriture de Cameron, qui lui a pour le coup écrit un rôle sur mesure. Et qui fait réellement progresser son personnage, notamment à travers le personnage de Newt, et le rôle maternel qui fait progresser le personnage de Ripley. Et d'ailleurs dans une interview, elle dit « L'histoire la mieux construite pour le personnage d'Ellen Ripley, c'était dans Aliens le retour, simplement parce que Jim a un sens incroyable de la structure narrative, parce qu'il fallait ça pour sortir ce personnage de l'hypersommeil, faire en sorte que personne ne croie son histoire, oser l'exiler dans ce pays des limbes et tuer toute sa famille. Toute la mise en place autour de Ripley dans Aliens, et ensuite ce qu'elle finit par faire, jusqu'à trouver cette nouvelle famille à la fin. C'était de l'or en barre. Pour moi, toute la structure de cette histoire était sublime. Et elle rajoutera même, au début de l'intrigue, on commence avec Ripley qui se lève après 60 ans. Elle se retrouve dans une société étrangère, sans famille, sans boulot, un peu comme nous, au chômage. Elle est discréditée, et pour moi, je n'avais pas voulu encore en faire un autre film. Parce que j'aimais beaucoup le premier, et je pense qu'il était très bien fait. Mais en tant qu'actrice, j'ai trouvé que les circonstances de se retrouver seule dans un nouvel univers est très attrayant. Je respecte James Cameron, car il a voulu faire un film qu'on peut voir sans avoir vu le premier. À propos de leur collaboration donc sur le tournage, elle précise aussi « Il était très ouvert à mes idées. Il m'écoutait tout le temps, et souvent nous nous sommes battus l'un et l'autre pour le film. Parce que dans un film comme ça, avec tous les effets spéciaux, il faut que les acteurs insistent pour qu'on ait le temps d'explorer les scènes et les répéter. » Les thèmes de la procréation, du viol, de la violence, de la nature et de l'obscurité intérieure, sans oublier la maternité, constituent l'essence de la saga Alien. L'actrice en a été le porte-étendard à travers son personnage. Par exemple, dans le premier épisode, elle est traquée par un monstre avec des attributs phalliques évidents. Oh, you touch my tra-la-la. Et ça c'est évident. Je vous fais pas le dessin. Il cherche d'une façon ou d'une autre à la violer. Fais pas le dessin non plus. Exactement. Dans le deuxième, elle devient la mère protectrice d'une petite orpheline nommée Mute. Elle doit la protéger contre une invasion de xénomorphes et contre la reine-mère. Dans le troisième, elle se rend compte qu'elle va mettre au monde un bébé qu'elle ne souhaite pas mettre au monde. Tu m'étonnes.
Je crois que vous en avez un à l'intérieur. Impossible. C'est horrible. Évidemment, elle se bat avec ses démons intérieurs. Enfin, dans le 4e épisode, on retrouve une Ripley clonée avec des gènes aliens qui est conçue pour enfanter une mère xénomorphe. D'accord. Bon écoute, pour en revenir au 2e film, figure-toi qu'elle devra s'entraîner durement avec ses camarades. Pour interpréter les militaires, ils ont alors presque tous suivi un entraînement du coup chez les SAS, la Special Air Service. Et ils ont dû lire le roman Starship Troopers. Alors là, bon si, remarque, il y a peut-être un petit lien, alien, militaire, espace, je comprends maintenant. Plusieurs acteurs étaient autorisés à personnaliser leur personnage, notamment Bill Paxton qui écrivit le prénom Louise sur son armure en l'honneur de sa femme. Bill. Peu de temps avant le tournage, Weaver réalise qu'elle va devoir utiliser des mitraillettes et autres lance-flammes. Petit problème pour elle. Tout petit. Parce que c'est une militante engagée contre l'utilisation des armes à feu. Vous voyez le problème? Ah ouais. Bon bah seulement voilà, elle a déjà signé le contrat. Oui, je sais. Donc elle va faire avec. Ah bah oui, mais figure-toi aussi que pour le 3e épisode, en revanche, ce sera la condition sine qua non pour sa participation au film. La production acceptera, et Ripley ne portera aucune arme pendant le tournage. Concernant l'éventualité d'un 3e film, elle était alors catégorique, elle ne souhaitait pas tourner de suite. Refaire la même chose? Non, je l'ai fait 2 fois. Mais, plaisante-t-elle, personne ne pourra la remplacer. Si j'étais le studio, je remplacerais Ripley par un petit nouveau de 17 ans, plutôt fort. Ça aurait été pété quand même. Ouais. Quant au monstre, il est toujours aussi affreux, mais sa relation s'est approfondie avec lui. Le monstre représente la chose dont chaque personne a peur. Je pense que c'est très personnel. Pour moi, je pense que c'est une créature des contradictions. Très élégant, très érotique, et dans cette histoire, j'ai une relation très intime avec lui. L'actrice va s'investir dans la saga des aliens au point d'aller jusqu'à la coproduire. Dans le 3e, elle approfondit encore son personnage qui va vivre dans une sorte d'immense prison spatiale nommée Florina 161. Les cheveux étant un terrain idéal pour les parasites, tout le monde a le crâne rasé, elle en fera donc de même. Quand le réalisateur a dit qu'il fallait raser, j'ai pensé immédiatement que c'était une très bonne idée. Elle évoque ce challenge. À ce moment-là, j'étais en Angleterre, où se raser la tête n'avait rien d'exceptionnel. À l'époque, je trouvais ça drôle et moderne. Mon mari m'a beaucoup soutenu. Après, mes cheveux ont repoussé un peu n'importe comment. Ça a pris beaucoup de temps. Il m'a dit plus tard que c'était assez austère comme look. Le film, pour beaucoup, donc il est considéré quand même comme le moins bon de la saga. Il est pourtant réalisé par le très bon David Fincher, pour qui ce sera la première expérience hollywoodienne. Mais hélas, d'innombrables problèmes de production et de décision en tout genre l'empêcheront alors de faire le film qu'il souhaite. Il ira même jusqu'à renier l'existence du film, le considérant comme le pire de toute sa filmographie. Il quittera d'ailleurs la production du film avant le montage. En même temps, elle a pas tort. Et pendant un moment, il fut même envisagé de ne pas voir du tout le xénomorphe de tout le film. Mais où est-ce qu'ils vont, ces connards? Mais bon, la production, elle rectifia quand même rapidement le tir, parce qu'elle avait peur de se prendre non seulement une balle dans le pied, mais de perdre aussi une partie du public. Le film a quand même obtenu une nomination pour l'Oscar des meilleurs effets spéciaux en 1993. Mais bon, quand tu vois le résultat aujourd'hui, tu comprends pourquoi il a pas gagné. Enfin, dans le dernier épisode de la saga Alien, la résurrection, c'est notre Jean-Pierre Jeunet national qui sera aux commandes. Et contrairement à Fincher, il ne cherchera pas du tout à aller contre les directives des studios. Et même le contraire, il va les écouter attentivement et faire ce qu'on lui dit de faire. Se retirant par la même occasion une pression colossale. La grande surprise positive, c'est que artistiquement, il me laisse une liberté presque semblable à celle qu'on a en Europe. Presque. Il n'y a que sur le casting où tout le monde a des idées, tout le monde a son opinion, donc là il a fallu se battre beaucoup, j'en suis content à 95%, ce qui est beaucoup. La résurrection, c'est bien sûr notre très cher Ripley, qui avait pourtant fait un plongeon dans la fournaise du 3e épisode. Mais les scénaristes sont inarrêtables et feront renaître de ses cendres un clone de Ripley. Là, le personnage diffère quand même pas mal de l'original. Cette fois-ci, c'est une Ripley badass, habillée de cuir, qui sait se battre et qui possède des réflexes augmentés. Oui, en effet, c'est une expérience de laboratoire, et d'ailleurs la 8e. Et là, elle veut connaître ses origines. Cette fois-ci, elle est étroitement liée au xénomorphe, puisqu'elle partage une partie de son ADN, ainsi qu'un sang acide et toxique. C'est devenu elle-même un prédateur sans peur qui n'hésitera pas à tuer ses congénères. J'arrive pas à croire que t'aies fait ça.
Fais quoi? T'en es tué un. C'est comme si tu tuais un de tes frères. Il me barrait le passage. Une mère pour les xénomorphes qui multipliera les infanticides tout au long du film. Une grosse préparation physique de la part des acteurs est demandée, puisque certaines scènes demandent énormément de préparation, et en particulier une scène sous l'eau. Dans les scènes sous-marines, Winona Ryder et Ron Perlman manquèrent de se noyer. Et oui, en remontant à la surface, ce dernier pourtant très costaud se cogna brutalement la tête. Les membres de l'équipage sur le tournage durent se porter à son secours. Et lui sortir la tête de l'eau. Et bah tu sais, la fameuse scène du panier de basket là. Dans le cas donc, c'est Sigourney qui réussit à convaincre Jean-Marc. Elle voulait réaliser l'exploit toute seule sans effets spéciaux. Alors pour ça elle s'entraîna toute une journée. Et le réalisateur lui laissa l'autorisation de faire 6 essais. Et contrairement à ce que pas mal de monde pense, ce n'est pas au premier essai, mais au 4e que l'actrice y parvint. Ah oui, d'ailleurs, la réaction que l'on peut apercevoir sur le visage des autres acteurs sur le plateau, elle est authentique. Hein. Exactement. Et bon, sur le jeu d'acteur, tu sais ce qu'elle a dit, Sigourney? Elle a confié un petit secret. Elle a dit « Parfois les acteurs utilisent leur propre peur. Par exemple, s'ils ont peur que leur partenaire joue mal, ils l'utilisent. » I did not hit her. It's not true. It's bullshit. I did not hit her. I did not. Oh, hi, Mark. Alors, on sait pas où et quand elle s'en est servie, mais c'est marrant de savoir ça, non? Ouais, et ben d'ailleurs, dites-nous en commentaire à votre avis, où est-ce qu'elle s'en est servie. Ça serait sympa. Bon, la fin du film reste quand même volontairement ouverte, hein, pour pouvoir enchaîner sur les suites probables. Mais ce sera le champ du cygne pour Weaver qui refusera toutes les propositions futures, notamment Prometheus et Alien Covenant. Même le pourtant très ambitieux Alien de Neil Blomkamp qui fut hélas abandonné. Ah, j'avais adoré District 9. Dans une récente interview avec Empire, l'actrice actuellement occupée par les suites de Avatar a révélé qu'après l'annulation du film de Blomkamp, elle avait reçu un traitement d'une 50aine de pages de la part du producteur de la saga Walter Hill, qui faisait notamment revenir Ellen Ripley une nouvelle fois, sans que cela n'enthousiasme réellement l'actrice, qui garde pourtant encore aujourd'hui un lien très très puissant avec le personnage. Elle dit, j'ouvre les guillemets, je ne sais pas, Ridley est allé dans une autre direction. Peut-être que Ripley a fait sa part, elle mérite de se reposer. Sigourney Weaver a été nommée pour 3 Oscars, 3 BAFTA Awards, elle a également été nommée pour 6 Saturn Awards, un Jupiter Award, non ça n'existe pas, et elle a remporté 2 pour Aliens le Retour et Avatar, et 6 Golden Globes, dont 2 remportés pour Gory dans la brume et Working Girl qui firent d'elle en 1988 la première personne de l'histoire à remporter 2 Golden Globes d'interprétation la même année. Par ailleurs, sa nomination pour l'Oscar de la meilleure actrice pour Aliens le Retour est aujourd'hui vue comme une date marquante dans l'histoire du cinéma de science-fiction. Ses contributions au cinéma de science-fiction, y compris dans ses rôles moindres comme dans Futurama ou Wall-E, lui ont valu le surnom, que dis-je, de Queens of Sci-Fi, la reine de la science-fiction. Ellen Ripley passa en tout et pour tout 259 ans dans l'espace et restera pour toujours et à jamais notre héroïne préférée. Oh, Ripley. Oh. Merci de nous avoir écoutés et à très bientôt pour un prochain épisode. N'hésitez pas à nous dire quel personnage vous aimeriez voir et bien sûr, abonnez-vous, likez, partagez, envoyez-nous des commentaires, tout ce que vous savez faire. Des bisous, ciao.